si vous êtes comme moi devant la complexité du monde, vous vous dites « Oh là là, j'y comprends rien ». Et ça tombe bien, puisque c'est précisément le titre de l'ouvrage de Julien Devorex, mon invité aujourd'hui, qui s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien ». Julien, c'est l'auteur du podcast Sismique, que vous écoutez peut-être. Moi, c'est un des rares podcasts dont je rate aucun épisode. Il est passionnant. Et Julien, c'est aussi quelqu'un qui a bossé dans l'entreprise, c'est un ami, on se connaît très très bien. Et j'ai sincèrement adoré la lecture du livre parce que c'est drôle. Et en même temps, c'est hyper pertinent. Ça m'a fait penser un peu à Sapiens, donc qui est beaucoup moins drôle, Sapiens, mais ça couvre énormément de sujets. Ça couvre autant la philosophie, ça raconte l'histoire de la vie, et c'est vraiment, vraiment passionnant. Vous allez voir, c'est comme ça qu'on rentre d'ailleurs dans l'épisode, par le jeu de la vie. Je vous laisse écouter cette conversation, qui va vous aider sans doute à un peu mieux comprendre. En tout cas, comprendre pourquoi vous y comprenez rien, ça c'est sûr. Allez, Blanc, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Julien. Salut Greg. Ça va? Bah ouais, écoute, ça fait plaisir de me retrouver de ce côté-là du micro avec toi. C'est ça qui est rigolo. On va parler de jeux ensemble. En tout cas, on va commencer par là. Tu dis quand on est sur scène et on est condamné à jouer. Ça veut dire quoi exactement d'être condamné à jouer? Voilà, peut-être recontextualiser un peu mais c'est une bonne question d'intro, hein, mais j'ai repris en fait des mots de Shakespeare qui disait le monde entier est une scène en fait, et donc c'est pas moi qui l'ai dit, d'abord c'est lui qui l'a dit, hein, et donc en gros on est tous des acteurs, chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties, et toute notre vie durant on joue plusieurs rôles, donc on joue un rôle. Et en fait j'ai utilisé cette métaphore du jeu dans mon livre parce que je cherchais quelque chose qui allait me permettre de parler un peu du monde dans sa globalité. Et je trouvais dans toute simplicité, exactement. Voilà, on pourra parler de la genèse du livre. Et donc ça fait 6 ans, même plus 8 ans que j'essaie d'enquêter, un peu comme toi tu le fais. Ouais. En parallèle sur le fonctionnement du monde, qu'est-ce qui nous arrive, quelle est notre époque, pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent. Donc j'ai fait ça au travers de mes lectures et puis d'un podcast comme ça, on a interviewé plein de gens. Et donc quand j'ai essayé d'écrire, de ramasser tout ça ensemble et d'écrire le bouquin, je me suis dit mais ok, comment je vais parler à la fois d'économie, d'écologie, de société, de cognition, de tout ce qui fait l'ensemble du monde. Effectivement, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire, dans quoi je m'embarque, et puis je suis parti en fait de cette idée que j'ai découvert après, qui effectivement n'était pas du tout nouvelle, mais en tout cas ça m'a permis de dérouler que en fait tout ça c'était un grand théâtre, que le monde était un grand théâtre et que tous on était en train de jouer un grand jeu, et donc l'idée c'était de savoir comment fonctionnait ce jeu, et peut-être qu'en essayant d'aller là-dedans, en regardant ce qui se passait en backstage, dans les coulisses, on allait pouvoir en comprendre les règles, et j'appelais ça un peu le jeu de la vie. C'est par ça que je commence, et avec 2 objectifs un peu fondamentaux. Premier objectif, c'est de survivre. Bon, voilà, on continue à jouer. Effectivement, c'est une bonne idée. Hein, c'est un objectif, et c'est le jeu de la vie, donc ce qui regroupe tout le vivant, hein, quelque part. On pourra développer là-dessus. Et puis deuxième objectif, j'ai appelé ça s'épanouir ou vivre sa vie, comme on entend parfois en développement personnel. Et ça peut être, selon les définitions, puissance, bonheur, joie, contentement. Donc il y a différentes manières d'envisager la chose. Et il y a des règles du jeu qui sont strictes, comme les lois de la physique, qu'on ne peut pas dépasser, voilà, qu'on connaît, qu'on découvre petit à petit avec d'autres méthodes. Voilà, justement. Et puis il y a des principes du vivant, etc. Et puis il y a des règles à chaque époque, et puis il y a des règles à chaque groupe d'individus. Et puis, il y a une grande confusion, souvent, entre ces règles, comme tu dis, parfois on confond, on oublie que la physique, ce sont des lois indépassables et on pense qu'on peut jouer avec. Et puis, à contrario, on va se dire qu'il y a des règles de société qu'on va imaginer comme étant figées. Donc, il y a une grande confusion autour de ça et sur l'échelle. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est c'est que ça me permet de parler à la fois du monde et de nous dans le monde, puisque quand on est en personnel, on joue son petit jeu perso. Quand on est en famille, on joue au jeu de la famille. Et après, il y a le jeu de la société, Et puis, tous ensemble, ça s'appelle, en tant qu'humanité, on appelle ça la civilisation. Voilà. Et, qui n'a pas toujours été le cas. Il y avait vraiment le jeu de l'humanité, mais le jeu de la civilisation. Et
Ça fait à peu près 10 000 ans qu'on se joue à ce jeu-là, et on a tellement bien joué à ce jeu de la vie, on s'est tellement reproduit, on a tellement survécu, et on s'est tellement développé en devenant de plus en plus puissant, qui est une des règles du jeu, c'est driver de la vie, on reviendra là-dessus, mais c'est cette quête de puissance aussi, qu'on a trouvé les moyens de hacker le système en fait pour dégager de plus en plus de surplus énergétique. En fait, on a fini par éliminer tout un tas de joueurs qui sont une grande partie du vivant, à prendre toute la place, à occuper tout l'espace, et on commence à abîmer le terrain de jeu. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un peu les limites planétaires. Voilà. Et donc on est à un moment où, si on ne comprend pas bien les règles du jeu, si on ne change pas notre manière de jouer, notre stratégie de jeu, on risque en fait d'avoir un léger problème. Donc c'est l'ensemble de ma démarche, donc avec ce livre, de plus en plus aussi avec le podcast, c'est d'interroger pourquoi d'abord on n'y comprend rien. Le monde change, on n'y comprend rien, donc je suis parti de mon ignorance. Mais comment ça se fait qu'on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer? Comment on fait pour mieux comprendre? Et ensuite faire l'exercice de proposer une grille de lecture de quelles sont les règles du jeu, qu'est-ce qu'on en fait, où elles nous emmènent, et moi en tant qu'individu dans le monde, comment je joue quand je joue ma propre partie. Ouais, on va parler de l'ignorance, mais avant ça, parce qu'on parle des règles du jeu, dernièrement, alors je sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais là je me suis lancé sur TikTok, et la première vidéo, pas la première, mais disons celle que j'ai fait cette semaine, c'était une vidéo sur l'écologie. Et en fait, pour la première fois de ma vie, parce que ça m'était jamais vraiment arrivé, je me suis retrouvé face à un climato-sceptique. Et en fait, c'est assez fou parce que du coup, en fait, c'est un discours de sourd avec quelqu'un, tu vois, qui a pas les mêmes avis que les miens. Alors, je sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression que je suis quand même plutôt du côté de la physique. Et qui te dit, oui, mais de toute façon, même si en Europe on change tout, en fait, on représente un pouillème des impacts. Et du coup, vu que les États-Unis et l'Asie, ils ont un impact très fort, on est complètement pris au piège, etc., etc. En fait, et ça fait penser au dilemme du prisonnier. Tu pourrais nous parler du dilemme du prisonnier? Ouais. Parce que ça fait partie de la théorie des jeux. Il y a plein de choses dans ta question qui me permettent de réagir, de tirer un peu ce fil-là. Tu parles ça m'ouvre aussi la question de l'ignorance et du fait pourquoi en fait il y a ce dialogue de sourds. Tu vois, qui est aujourd'hui de fait une des règles avec lesquelles on doit composer. Effectivement, faire société, c'est arriver à discuter, c'est arriver à établir une forme de consensus. En tout cas, dans la démocratie, c'est aussi comme ça que ça marche. Et donc, ça fait partie des règles du jeu. Cet état de fait qui est qu'il y a les réseaux sociaux, qui est que la technologie qui fonctionne d'une certaine manière et qu'on n'arrive plus à s'entendre, c'est quelque chose avec lequel on doit composer. Donc, c'est une des règles fondamentales de notre époque qu'il faut comprendre. Mais ça fait penser à... Alors pourquoi en fait on a autant de mal à convaincre typiquement un climato-sceptique? C'est pareil, ça fait partie de... Il y a quelque chose qui s'appelle la loi de Brandolini qui nous dit que c'est pas vraiment une loi physique, mais que c'est un constat qu'on a fait, qu'il faut bien plus de temps pour infirmer une bêtise que pour l'affirmer. Donc en gros, c'est très facile de dire par exemple la Terre est plate, voilà, mais va essayer de démontrer à un platiste, comme on l'appelle, que la Terre est plate. C'est quasiment que la Terre est plate. Tu vas pouvoir lui démontrer que la Terre est plate, mais merci de me corriger. Tu vois là, et là on vient de ceux qui ont arrêté l'épisode à ce moment-là, sont complètement paumés. Et donc ça fait partie de ces trucs-là, et t'as quelque chose qui est propre à notre époque aussi, qui est cette assertivité. Cette arrogance dans la connaissance, qui n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que on a toujours, en fait, on est toujours beaucoup trop sûr de soi, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet Dunning-Kruger. C'est en gros, plus on est compétent dans un domaine, plus on a tendance à surestimer notre compétence. Et ça fait penser à Socrate déjà à son époque qui disait à Alcibiade, non seulement tu ignores les choses les plus importantes, mais en les ignorant, tu crois les savoir. Et on est complètement dedans, donc c'est rien de nouveau comme on le voit. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sous stéroïdes. C'est-à-dire que comme tout le monde peut s'exprimer, tout le monde a un haut-parleur avec les réseaux sociaux, et que pareil, donc les gens s'expriment, donc il y a une espèce de confusion généralisée, et que par ailleurs, on a une décontenue sur tout, et qu'on ne sait plus vraiment à qui faire confiance, c'est extrêmement difficile d'avoir la confiance, en fait, tout le monde est convaincu absolument d'avoir raison. Et tout le monde est persuadé de détenir la propre vérité et ne voit pas le référentiel de l'autre.
Donc on est dans cet état de fait où on est sur des dialogues de sourds. Et c'est une des composantes. On pourra parler aussi des structures de l'ignorance. Donc il faut comprendre aussi quelles sont les mécaniques derrière ça, pourquoi, quel est le rôle des réseaux sociaux, etc. Pour répondre à ta question sur ce qu'on peut appeler justement un exemple, une partie des composants de théorie des jeux qui est le dilemme du prisonnier. C'est cette idée que alors on peut parler du théorème du prisonnier qui est que tu veux que j'explique ou pas carrément. Enfin c'est la théorie des jeux en fait c'est plus des outils mathématiques qui ont été développés pour essayer de comprendre comment les gens interagissent entre eux et comment il peut y avoir différents choix possibles quand il y a plusieurs acteurs et qui va être gagnant, qui va être perdant, etc. Il y a tout un tas de modèles mathématiques. Et le dilemme du prisonnier, c'en est un. C'est en gros, il y a deux prisonniers qui sont arrêtés, qui sont mis chacun dans une cellule. Enfin, pardon, deux suspects qui sont arrêtés chacun mis dans une cellule. Et on leur dit, si vous dénoncez l'autre, si tu dénonces l'autre, tu sors, tu fais que 6 mois de prison et après t'es sorti. Si tu dis rien, tu prends 5 ans, en gros, un truc comme ça, quoi. Et en fait, chacun est dans sa cellule et est confronté à un choix de savoir est-ce qu'il ne dit rien, est-ce qu'il garde le silence, ou alors est-ce qu'il collabore. Et selon ce qu'il va décider lui et aussi selon ce que l'autre va décider, le résultat ne sera pas le même. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire qu'on est confronté à des choix collectifs et en même temps on est amené dans son propre jeu individuel à maximiser le choix pour soi-même, donc est-ce que je vais aller en prison, est-ce que je vais pas aller en prison, et on est obligé, et tout ça crée des dynamiques qui nous entraînent. Un autre exemple de théorie des jeux qui est développé, c'est par exemple la théorie de la Reine Rouge, qui vient de Alice au Pays des Merveilles, où la Reine Rouge continue de courir, et Alice lui dit mais pourquoi tu cours, et elle dit en fait si je cours pas, je cours pour rester en place, et si j'arrête de courir, je recule. Et ça c'est ce qui symbolise la course aux armements. C'est cette idée qu'on est pris dans des règles du jeu et que le premier au quotidien un petit peu, non? Ouais, t'en as parlé d'ailleurs. On est pris dans une dynamique qui nous entraîne. C'est l'endettement aussi. Quand on commence à développer de la dette en tant qu'individu, en tant que pays, on est obligé de gagner plus d'argent, etc. Donc c'est une bonne illustration du fait qu'il y a des dynamiques de plein de niveaux qui nous entraînent, qu'il faut comprendre. Et si on ne les comprend pas, on n'a pas une bonne visibilité de ce qui nous arrive en tant qu'individu et en tant que collectif. Donc c'est un peu tout le travail que j'ai fait. Et tu parlais de l'ignorance depuis tout à l'heure. Tu peux nous rappeler la place de l'ignorance dans le bouddhisme? Parce qu'en fait, ça a sa place. Et je trouve que c'est intéressant parce que je crois qu'on la privilégie pas assez, cette place de l'ignorance. Alors dans le bouddhisme spécialement ou... Dans le bouddhisme spécialement parce que en fait tu fais la référence dans le livre et en fait si je me souviens bien le bouddhisme c'est une posture de base finalement. L'ignorance c'est une posture de base, pardon. C'est-à-dire que après avoir questionné le pourquoi on ne comprend pas, donc il y a plein de choses sur lesquelles on pourra peut-être revenir, je ne sais pas si on aura le temps, mais poser la question de savoir comment on fait pour mieux lire les choses, mieux comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette posture de l'ignorance, on la retrouve dans plein de types de philosophies. Et la philosophie, d'ailleurs, ça veut dire l'amour du savoir en grec, c'est cette quête de savoir, cette quête de la connaissance, qui permet, la question c'est, ok, justement, à quoi on joue, c'est quoi la vie, comment on fait pour mieux vivre. Et dans le bouddhisme, en fait, l'ignorance, c'est la première étape de la chaîne des causes de la souffrance, qui s'appelait dukkha, je sais pas comment tu le prononces, et qui est considéré comme un des 3 poisons. Je crois qu'il y a ignorance, avidité, colère. Et on retrouve ça, donc c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette même idée dans plein de grands courants de connaissances. Et cette idée qui est de dépasser l'ignorance, parce que celle-ci, en fait, peut nous causer plein de torts. Et par exemple, chez les Grecs, pour Aristote, il y a quelque chose qui est similaire, c'est que la méfiance envers la connaissance toute faite, c'est le commencement de la sagesse. Donc il y a cette idée qu'il faut ne pas accepter toutes les choses qui nous viennent et se faire un examen sur soi-même. C'est tout le truc de Socrate, du connais-toi toi-même, et cette idée qu'il faut une vie bien faite, c'est une vie qu'on examine. Et donc c'est
revenir à une forme d'humilité, se vider de tout remettre en question, remettre le doute au centre des choses, remarquer donc sa propre ignorance et sa propre incapacité chronique et structurelle à vraiment faire sens du monde parce que on est conditionné, parce qu'on a des biais cognitifs, parce qu'on a le langage qui nous contraint d'une certaine manière, plein de choses, pour pouvoir à partir de là, à partir du vide en quelque sorte, reconstruire une connaissance de manière plus méthodique, plus sage, plus ouverte, etc. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve un peu partout. Mais ça, est-ce que c'est pas la base Enfin, j'ai l'impression, en fait, quand je me dis le doute, évidemment, tu vois, en fait, ça dépend de quel côté tu te passes aussi, parce que je pense que dans la science, c'est la base, le doute, et en même temps, ce que j'observe, c'est que c'est la porte ouverte au... Comment on appelle ça ? J'ai plus le terme en tête. Complotisme. Au complotisme. Voilà, c'est-à-dire que ah oui, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que tous ces le consensus scientifique sur le Covid, est-ce qu'ils ont vraiment raison ? Parce qu'il y a telle personne qui a fait tel prix Nobel. D'ailleurs, tu en parles au début en faisant des blagues, mais qui dit non, en fait, le vaccin c'est pas bien. Et t'es là, tu fais bah en fait, et c'est ça qui perturbe les gens, c'est-à-dire que comme tu doutes de tout. Bah, du coup, tu laisses la place à d'autres gens d'asséner des choses qui ont aucun sens finalement. Oui, mais il y a alors la proposition qui est faite par les philosophes et après par la science, c'est effectivement de continuer de douter de tout. Et je crois que j'ouvre la question justement par une citation de Bertrand Russell, qui est un philosophe, qui est l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux-mêmes et les gens censés pleins de doutes. Ne soyez absolument jamais certains de quoi que ce soit. Donc ça explique bien les choses. Mais sauf que c'est un doute qui est raisonné, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un doute qui est méthodique, et c'est là que l'importance de l'esprit critique et de savoir ok, comment on organise ce doute et à qui faire confiance. Et donc la science, pour revenir à ça, en fait, la raison d'être de la science, qui est de découvrir ces règles cachées, entre guillemets, du réel, son originalité et sa grande force, c'est une quête de vérité qui est fondée avant tout sur l'acceptation que le doute est permanent et qu'il y a de l'incertitude partout. Donc c'est ça la grande nouveauté, c'est-à-dire que c'est pas figé, c'est qu'il n'y a pas un livre qui va nous dire exactement comment sont les choses, on découvre, mais on sait que ce n'est jamais figé et il faut continuer toujours de douter. Tant que ça marche, on l'utilise, mais voilà, c'est pas une vérité absolue. Et donc, mais sauf que la science, c'est aussi de l'organisation collective du doute. C'est-à-dire qu'on est plusieurs, on doute ensemble, en fait. Mais là où la grande difficulté aussi de notre époque, et qui est liée à ces structures, notamment la structure des réseaux sociaux, la structure technologique et médiatique, c'est savoir à qui faire confiance. Bah oui, ça, c'est absolument central. Et finalement, quand on réalise, on ne peut jamais être totalement sûr qu'on peut faire confiance même à un rapport scientifique, puisqu'on l'a bien vu, parfois ça foire, parfois il y a des revues qui sont mal validées, etc. Parfois on trouve d'autres choses en se disant en fait on s'était un peu trompé. Donc c'est là que c'est une grande difficulté, parce que c'est quelque chose qui se construit à plusieurs. C'est pour ça qu'il faut multiplier les sources d'informations pour croiser justement les points de vue, et puis qu'il faut garder une forme d'humilité aussi par rapport à la connaissance. Et ça revient à cette idée que il faut mettre de côté justement une assertion, et on est une société qui ne prône du tout pas ça, parce qu'on met en valeur aujourd'hui les gens qui sont sûrs d'eux, qui ont des propos extrêmement simples, qui sont simplistes souvent, et c'est très clair qu'il y a une négation de la complexité, on a quelques caractères pour s'exprimer, quelques minutes pour s'exprimer, et ça c'est valorisé, mécaniquement c'est valorisé, parce que les gens préfèrent toujours une explication simple. Mais donc effectivement, ça requiert un travail de recherche, à la fois de recherche pour savoir à qui vraiment faire confiance, qui est digne de confiance, ce qui n'est pas évident, et de ne pas se contenter d'être dans une sphère qu'on peut appeler complotisme, mais le mot est un peu galvaudé, parce que les complots existent aussi. Bien sûr, il y a des complots. Il y a des complots, donc voilà. Mais ça suppose d'avoir aussi une humilité, même par rapport à ses propres certitudes. Et en même temps, tu vois, quand je pense parce qu'on va beaucoup parler de climat, mais je pense, climat du vivant de manière générale, et ça me fait penser au rapport du GIEC, où ils se sont jamais vraiment trompés. Je crois pas, en tout cas pas dans les grandes lignes, c'est sûr que non. Et en même temps,
on a un Emmanuel Macron qui dit, mais qui aurait pu prévoir? Et t'es là, tu dis, en fait, le rapport du GIEC depuis quelques décennies quand même. Et en fait, j'ai l'impression qu'il joue justement ce jeu mais en fait, on aurait pu douter quand même du rapport du GIEC, alors qu'en fait, non. Enfin, ils se sont jamais plantés, en l'occurrence. Oui, alors c'est pareil, tu vois, tous ceux qui vont critiquer un peu la science en disant la science c'est le doute, donc on n'est jamais sûr des résultats. Regardez, la science ne fait que se tromper, on progresse, etc. Oui, mais sauf il se trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses sur lesquelles la science ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'il y a des équations qui sont les mêmes depuis 200 ans, qui continuent d'être parfaitement fiables, et puis ça fait tourner plein de choses, etc. Donc il y a quand même une méthode qui fonctionne, en tout cas pour ce qui est de la description des règles du monde. On va voir où ça nous mène. Hein. C'est-à-dire que sur le long terme, il faut voir si c'était la bonne approche sur la manière de jouer ce jeu sur Terre en tant qu'espèce. Tu vois. Peut-être pas. Tu vois. Peut-être pas. Parce que mais en tout cas, c'est une manière de décrire une partie des règles qui fonctionne. Et après, là, tu parles de Macron qui fait cette sortie. C'est aussi intéressant parce que probablement qu'en faisant ça, il utilise une des règles du jeu qui est le jeu médiatique et le jeu politique, en tablant sur le fait que y a une ignorance large sur ces sujets-là et en jouant justement avec le doute des gens. Et c'est aussi intéressant et c'est aussi pour ça qu'il faut comprendre, pour pouvoir faire des projections, pour comprendre pourquoi les choses arrivent, puisque rien n'arrive par hasard, entre guillemets, c'est-à-dire que tout a une explication absolument logique dans ce qui nous arrive à partir du moment où on sait regarder. Il faut comprendre comment fonctionne ce jeu politique et ce jeu médiatique et que quelqu'un qui va jouer en disant « Ah mais non, on pouvait pas savoir ». Ceux qui savent disent « Mais attends, tu te fous de nous ?» C'est écrit dans tous les rapports depuis je sais pas combien de temps. Comment tu peux nous dire ? Ça fait 50 ans qu'on parle de réchauffement climatique, on pouvait pas savoir quelle est la température. Évidemment, sauf qu'en fait, pour toute une partie des gens qui ne sont pas sur ces sujets-là, on va dire « Bah oui, c'est vrai qu'en fait, ça nous tombe un peu dessus parce qu'après tout ça arrive un peu par hasard, on n'y peut rien. » Voilà. Donc ça fait partie aussi de ce jeu. On va parler de systèmes complexes. Tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un système complexe et en particulier, ce que je trouve intéressant, c'est on parle beaucoup de systémie, mais en fait le mot systémie, il n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Donc peut-être expliquer d'abord ce que c'est qu'un problème systémique, en particulier de le comparer avec un problème qu'on va appeler analytique, tu vois, qu'on a en fait l'analyse, c'est vraiment ce qu'on a récupéré des lumières, entre autres, et donc le fait de pouvoir découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. C'est quoi une problématique systémique qui fait qu'en fait c'est super compliqué et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver de solution tout de suite, quoi. Alors, un système complexe, en fait, c'est quelque chose qui, ça peut être une foule, ça peut être, c'est quelque chose qui a plein de parties avec plein d'interactions entre elles. Ça peut être un banc de poissons, ça peut être, tout un tas de choses, si tu veux, un corps humain. Un corps humain. C'est quasiment tout, en fait, quand tu y penses. Et c'est, si tu veux, une manière de décrire ça, c'est, je vais te citer Donella Meadows, qui était l'épouse de Denis Meadows, et il y a deux qui ont bossé sur le rapport Meadows qui était limité à la croissance, puis surtout quelqu'un qui pensait la complexité. Elle écrit ça, elle dit « Vous pensez que parce que vous comprenez 1, forcément vous comprenez aussi 2, car 1 et 1 font 2, mais vous oubliez que vous devez aussi comprendre le « et ». Donc c'est cette idée qu'on ne peut pas forcément tout découper. Dans l'approche scientifique classique, entre guillemets, il y a cette idée qu'on va regarder les petites parties des choses et en regardant les parties, on va pouvoir comprendre comment fonctionne l'ensemble. Dans la pensée complexe et ce qu'on appelle les systèmes complexes, c'est justement des systèmes qui fonctionnent. Pour comprendre le fonctionnement du système, il faut regarder les interactions qu'il y a entre les différentes parties. Et ces systèmes ont des règles qui viennent du fait que les interactions sont une infinité et donc complètement impossible à modéliser, ont un comportement qui n'est pas totalement prévisible de manière linéaire, si tu veux. Donc ça fonctionne pas de manière linéaire, pardon. Et donc on sait par contre qu'il y a un certain nombre de règles qui sont liées au fonctionnement de ces trucs-là. Alors, attends. Et d'ailleurs, il me semble que on essaye de le faire malgré tout, c'est-à-dire que, dans ce que j'observe sur la crise du vivant, d'abord, on parle beaucoup de crise climatique, donc on a réduit le champ
de crise du vivant à crise climatique et on le réduit beaucoup à la réduction du CO2 dans la société actuelle. Et au final, on le réduit à, en fait, il faut des voitures électriques. Et en fait, dans une problématique qui est super complexe, qui est le vivant, on dit, en fait, ce qu'il faut, c'est des voitures électriques et ça va aller vachement mieux. C'est fou parce qu'en fait, tu vois, on a pris un problème extrêmement complexe et on le simplifie de manière folle, en fait. C'est pour ça, moi, tout ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin, c'est de ramener de la complexité. C'est de partir du fait c'est très agréable à lire, hein, mais... Oui, alors tu me diras, merci de le préciser. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit très, très ludique, voire un peu marrant c'est drôle, parfois. C'est carrément drôle. Mais je pars du principe qu'on n'y arrive pas aujourd'hui à résoudre des problèmes qui sont liés en civilisation parce qu'on n'accepte pas leur complexité, parce qu'on n'accepte pas le fait qu'on a affaire à un système dans son ensemble, que la Terre est un système le plus complexe qu'on a et qu'à l'intérieur de ce système, il y a plein de sous-systèmes, le vivant, les sociétés humaines, etc., qui fonctionnent avec des dynamiques, des systèmes complexes sur lesquels je pourrais revenir. Et donc, à force comme on a besoin de simplifier, comme on a besoin en plus d'être sur des règles du court terme, parce qu'on est, on est sur une logique court-termiste de notre civilisation, système politique, économique, etc., on pose les mauvaises questions. Et on n'accepte pas de poser les questions qui fâchent, qui est de dire, OK, mais en fait, comment fonctionne l'ensemble du système économique ? Quel est le lien entre l'économie et l'énergie ? Quel est le lien entre l'énergie et les énergies fossiles ? Est-ce que c'est remplaçable ou pas ? Est-ce que, même si on continue d'avoir de l'énergie, quel sera le lien avec notre impact sur le vivant ? Est-ce qu'on s'arrêterait ? Enfin, tout ça, en fait, est un grand tout et on ne pose pas le truc en système. Et or, on sait que, pour revenir sur les dynamiques, il y a des règles du jeu qu'on connaît, puisqu'on sait modéliser en partie le fonctionnement de ces systèmes complexes. On sait qu'un système complexe comme une nuée d'oiseaux, donc un réseau social, etc., ça n'est pas linéaire, ce qui veut dire qu'une toute petite altération dans le système peut avoir de grandes conséquences. Donc tu peux avoir un tout petit événement dans le système qui vient totalement déstabiliser le système. Donc c'est l'effet papillon. L'effet papillon, voilà, etc. Ce qu'on appelle aussi les boucles de rétroaction, c'est un autre truc. Donc c'est en gros quand différents chaînons conduisent à amplifier une perturbation qui modifie l'équilibre des chaînons. Donc, je prends l'exemple dans le livre de ma fille s'énerve, ça m'énerve, elle s'énerve encore plus, je m'énerve encore plus, et on a cette espèce de système à deux, tu vois, qui s'enflamme. N'importe quel parent a déjà vécu ça. Ça, c'est une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire que ça déstabilise de plus en plus le système. C'est pas très positif comme objectif, ouais, mais comme finalité. Le truc. Et puis, tu as le négatif, c'est que vers le calme, je me calme, elle se calme, on se calme, et puis le système revient à un truc un peu plus stable. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les points de bascule, dont on parle beaucoup pour le climat, l'écologie, mais qu'on retrouve dans plein d'autres systèmes. Tu avais ce qu'on appelait tipping point, enfin le livre de Michael Gladwell qui parlait beaucoup de ça et qui expliquait comment aussi fonctionne, comment une information se propage comme un virus. Il y a une accélération tout d'un coup avec quelqu'un qui va être un super agent de diffusion. Donc tipping point, c'est le moment justement où il y a cette accélération de la déstabilisation du système. Et puis il y a le phénomène d'émergence, une chenille qui tout d'un coup devient un papillon. C'est-à-dire que le truc évolue d'une certaine manière et puis il y a un truc qui émerge dont on ne sait pas ce que c'est. Et ça, ça peut être positif ou négatif. Et dans notre cas, ça peut être complètement flippant. Tu vois, si on prend le climat, c'est que tu peux avoir à un moment donné une espèce d'emballement complètement du système qui fait émerger un phénomène qu'on n'avait pas du tout anticipé. Genre un volcan qui... Ouais, n'importe quoi. Ou tu vois, j'avais interviewé Claire Nouvian sur les océans, ou typiquement l'acidification des océans. C'est un des tipping points les plus flippants. On peut anticiper, là, pour le coup, l'émergence, mais on ne sait pas exactement quand ça se manifeste. T'arrives à un point, un taux d'acidité d'océan, et tout d'un coup, tu passes un pH qui fait que tous les êtres qui ont des squelettes ou des coquilles dans l'océan meurent en un an. Tu vois. Et tu perturbes, tu détruis tout l'ensemble de ce qu'il y a dans l'océan en quelques années. C'est ça que Claire elle explique. C'est une règle physique, acidification. Quand tu trempes une coquille dans un liquide acide, ça fond. Si tu arrives à un certain pH, on connaît la règle. Par contre, on ne sait pas exactement comment ça peut se passer, etc. Et ce qui en même temps, quand tu dis ça, ça me paraît invraisemblable. J'ai du mal à imaginer comment l'océan pourrait devenir suffisamment acide pour qu'un corps, un squelette puisse fondre. En fait, c'est surtout, tu vois, le pH qui diminue, et au bout d'un moment, tu passes un certain seuil. Pourquoi ça s'acidifie? Là, on est un peu hors sujet, mais ça s'acidifie parce que
L'océan capte de plus en plus de CO2. C'est la plus grosse pompe. Je crois que c'est un tiers du CO2. Les gens ne savent pas nécessairement que l'océan capte. L'océan capte un tiers à peu près, je crois, des CO2 de l'atmosphère, quoi. Donc ça s'acidifie, ça participe, c'est la plus grosse pompe. Et puis à force de capter, puisqu'on rejette de plus en plus, ça s'acidifie. Et donc tu as les coraux qui meurent à cause du réchauffement, etc. Donc tu vois, en 2030, il n'y en a plus, etc. Donc ça, c'est des tipping points. Mais tu as un risque d'acidification et donc tu as des risques d'emballement. Et tu en as plusieurs des tipping points, des points de bascule climatiques dans ce sens-là. Mais c'est pas que sur le climat, tu en as d'autres. Et ce qui est... On va essayer de vous rassurer après. Enfin, non, mais c'est pas du tout. Hein, ça se veut pas. C'est un livre super positif. Non, pour le coup, c'est vraiment pas le sujet. C'est pas un livre sur l'écologie. Donc je le précise. Ça fait partie. En fait, l'écologie, si tu veux, fait partie évidemment des grandes problématiques actuelles. Pourquoi ? Parce qu'on parle du terrain de jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en train de déstabiliser, ce que je disais, moi, j'utilise aussi la métaphore du bateau. On est sur un bateau, on navigue, on est tous occupés à s'occuper de notre petit système de navigation qui est notre bateau, on ajuste le moteur, on regarde les voiles, etc. Et puis on est dans le guidon, et puis à côté de nous, il y a d'autres bateaux. Quand on est une entreprise, tu vois, c'est l'industrie. Comment ils font ça ? Quand on est un individu, on se compare, on regarde, on mène notre barque, on est notre famille. Et puis là, sauf que tout d'un coup, en fait, à force de faire bouger le moteur tous ensemble, on a commencé à créer des vagues. Et il y a déjà des vagues qui commencent à arriver, sauf qu'on a tous le nez dans le guidon, donc on ne comprend pas pourquoi il y a ces vagues qui se créent, on ne va pas regarder. Et puis il y a des énormes vagues qui commencent à arriver à l'horizon, donc qu'on continue de ne pas vouloir voir, parce qu'on est dans ce jeu. Tu vois, on joue à la navigation la plus rapide possible, tu vois, à maximiser la croissance, à maximiser la vitesse et maximiser la puissance. Tu vois, c'est aussi une des règles fondamentales, moi, que j'ai mises en avant quand j'ai essayé de comprendre aussi, mais qu'est-ce qui nous mène là en tant que civilisation ? Tu vois, pourquoi on arrive à cet état de fait ? Est-ce qu'il n'y a pas une des règles du jeu, si tu veux, qui est plus importante que les autres ? Et ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, tu peux la trouver au travers de cette idée de maximisation de la puissance. Tu vois, dans le jeu de la vie, en fait, donc ça peut être vu aussi comme un espèce de mouvement qui anime tout ce qui nous entoure. Ce mouvement, tu vois, c'est la vie. C'est quelque chose qui est en train de bouger, quoi. Et tu peux même s'amuser à étendre ce mouvement à ce qui n'est pas vivant avec d'autres concepts. Et donc, j'ai essayé de comprendre, vois, quel est ce mouvement et comment il se manifeste et comment ça explique cet enjeu, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de force qui anime le monde, on la retrouve dans les religions, tu vois, bien sûr, avec, voilà, tu peux avoir soit c'est cyclique selon la religion, soit il y a un début, une fin, et puis après, le Judgment Day, le jugement dernier, voilà, puis il y a quelqu'un qui dirige le flux. Mais aussi en philosophie et même en physique. Tu vois, en philosophie, tu as Spinoza qui parle de conatus, c'est cette idée que toute chose cherche à persévérer dans son être, le vivant, mais même pas que le vivant, tu vois. Il parle de l'infini, qu'est-ce qui fait qu'une pierre ne s'effrite pas tout de suite ? Qu'est-ce qui fait qu'un bout de fer dans l'eau ne rouille pas tout de suite ? Tu cherches à persévérer. Tu as Schopenhauer un peu plus tard qui parle de cette volonté, la volonté en fait, la volonté universelle. On dit tout aspire et s'efforce à l'existence, et c'est-à-dire à la vie, tu vois. Et donc et à essayer de grandir. Et puis Nietzsche qui reprend ça avec le désir de puissance, c'est-à-dire que cette force de vie, la force de vie qu'il y a dedans. Et ce qui est marrant, c'est que en physique, pour reboucler aussi avec la puissance et aussi l'énergie, etc. Tu peux faire le parallèle avec la notion d'entropie. L'entropie, ça décrit la deuxième loi de la thermodynamique. Là, on a des trucs un peu compliqués. La première, c'est la conservation de l'énergie. Et l'entropie, c'est cette espèce de force qui donne une direction au temps. C'est ce qui fait que l'univers, en fait, va toujours dans le même sens qu'est celui de l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire l'augmentation du niveau de bordel, pour faire court. T'as de plus en plus de... Voilà, tu fais ton château de cartes, tu mets du temps à l'organiser, il va forcément, à un moment donné, s'écrouler. Et quand il s'écroule, il ne va pas se remettre en petits tas bien organisés, tu vois. Et donc, on va de l'ordre vers le désordre, du chaud vers le froid, et de la vie vers la mort, si tu veux. Mais pour reprendre sur un truc simple, ça me fait penser à une explication que le sociologue Michael Dandrieux a donnée dans une conférence, où il parle des termites. On va parler d'un truc très basique, qui sont les termites, qui est un vivant, voilà, c'est un organisme vivant depuis un petit moment. Et les termites, donc on le sait tous... Un gros joueur. Un gros joueur, qui a gagné aussi la partie comme les fourmis et les humains. Ouais, c'est ça. Ils ont gagné une partie du jeu. Et les termites, on le sait, en fait, elles rongent le bois. Et en fait, il y a une question à un moment donné, c'est comment ça se fait que quand ils sont dans un arbre,
l'arbre ne s'effondre jamais, alors qu'en fait, leur job, pour avoir de la puissance, c'est de faire des tunnels à l'intérieur du tronc. Donc, il y a quelqu'un qui s'est posé cette question. Et en fait, ce qui se passe pour les termites, c'est qu'elles émettent des ondes. Il y a une des ondes qui génère un signal d'alerte où elles savent que si elles continuent de creuser, en fait, l'arbre va s'effondrer. Alors, elles s'arrêtent, parce que sinon, elles meurent dans l'arbre. Et du coup, elles s'arrêtent et elles changent d'arbre. Et ce que je trouve bizarre, c'est que l'humain, il est un peu plus bête que les termites. Enfin, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très bizarre de se dire, est-ce qu'on est aussi intelligent que des termites et qu'on est capable de s'arrêter dans cette quête de puissance ? Ou est-ce qu'on est plus bête que des termites ? C'est une question assez intéressante. Je pense que on va pas faire des tests de QI aux termites, mais il y a clairement une forme d'intelligence, tu vois, et qu'on retrouve partout dans le vivant. C'est cette capacité à s'auto-limiter. On voit ça chez les lions aussi, voilà. À plein d'endroits. Et tu peux voir, il y a des questions qui se posent, tu vois, je crois que c'est tu peux avoir cette idée que l'homme est un accident. C'est un livre d'Anki Bilal qui était un peu là-dessus. C'est la stratégie de l'homme est novatrice. Et voilà, on s'est dit, j'en parle un peu. Pareil, c'est très difficile de dire, d'ailleurs, quelle est la spécificité de l'homme. Finalement, en faisant un peu de recherche là-dessus, je me suis aperçu que c'était peut-être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Est-ce que c'est la position debout ? Est-ce que c'est le fait de pouvoir avoir un langage articulé, le pouce opposable mais t'as plusieurs. Effectivement, t'as une capacité, t'as une forme de conscience qui fait qu'on a été capable de penser le futur, de se le raconter et donc d'imaginer des stratégies différentes de coopération. Et c'est notamment pour ça qu'on dit que Sapiens a été plus fort que Néandertal parce qu'il faisait des groupes plus grands. C'est dans Sapiens d'ailleurs, dans la revue qui en parle. Et que donc cette stratégie nous a amené, en tout cas à court terme, si tu veux, à devenir l'espèce la plus puissante, c'est-à-dire celle qui a réussi à capter le plus. Non, mais c'est-à-dire qu'on a réussi à capter le plus d'énergie. Donc, et on pourra revenir à quel point l'énergie est fondamentale aussi même dans notre époque. Mais historiquement, tous les êtres vivants cherchent à maximiser leur rendement énergétique, tout en permanence. Ça fait partie de ces règles du jeu. Tu vois, il faut que je me nourrisse, mais il faut que je me nourrisse en gaspillant moins d'énergie que ce que la nourriture m'a apporté. Ou alors, à la limite, ça peut être tant que je ne me suis pas reproduit, et après je peux me laisser mourir. C'est aussi notre stratégie, tu vois, de jeu, c'est se reproduire. Donc là, c'est la stratégie presque du gène qui veut rester vivant, tu vois. Ouais, bien sûr. Même si le gène n'est pas vivant, mais là, c'est les cellules. Et donc nous, on a une stratégie qui est toute particulière, qui a très très bien fonctionné d'ailleurs pendant des centaines de millions d'années, parce qu'il n'y avait pas avant l'apparition des civilisations, entre guillemets, parce que pareil, tu as une forme d'harmonie avec la nature qui était contrainte probablement, mais à un moment donné, tu as une stratégie de jeu qui a été différente, peut-être par accident, qui est l'invention de la civilisation. On s'est dit, on va commencer à faire l'agriculture. Voilà. Et puis, une fois que tu as il fait à peu près 10 000 ans. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu te retrouves avec des surplus énergétiques. Et puis, tu as lancé une machine. C'est-à-dire que tu as inventé l'agriculture. Derrière, il faut. Tu inventes l'écriture pour pouvoir gérer les dettes. Et puis, tu inventes la monnaie. Et puis, après, tu as des structures qui se créent. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que partout dans le monde, les civilisations ont eu à peu près les mêmes structures. Ça, c'est aussi super étonnant. Voilà, tu vois, tu débarques chez les Aztèques ou les Incas, aucun contact, tu vois, avec l'autre société, et tu retrouves même des formes pyramidales, tu retrouves des clergés, des hiérarchies sociales, des formes d'inégalité. Évidemment, il y a des nuances, mais c'est pareil, c'est intéressant de voir quelle est cette même dynamique. Donc, il y a des règles qui sont en commun. Et j'avais un de mes invités qui m'avait apporté vraiment cette idée-là, c'était Richard Henberg, qui avait créé un livre qui s'appelle Power, donc puissance. Et selon lui, en fait, on peut regrouper tous les grands problèmes de notre époque dans cette volonté de puissance du vivant et donc de l'humanité. C'est-à-dire mais la spécificité de l'humanité, c'est que on a oublié qu'il y avait des limites. Où on est rentré dans une forme de développement qui est la civilisation, qui nous amène à refuser l'idée de limite, si tu veux. Et en fait, il y a évidemment plein d'organisations humaines, et tu en as parlé dans ton podcast, il y a des millions de types d'organisations humaines possibles, mais à un moment donné, celle qui a gagné, entre guillemets, par rapport aux autres, celle qui est devenue la plus puissante et qui a pris toute la place, qui a conquis les autres, qui les a colonisés, qui s'est imposée à tout le monde, c'est celle qui a la quête de puissance sans limite la plus évidente, si tu veux. Et aujourd'hui, si tu veux, on est devenu tellement puissant, on a tellement tué tout ce qui nous limitait, qu'on est devenu surpuissant.
Heinberg parle de overpowered, c'est-à-dire qu'on est Ça veut dire quoi être surpuissant? Enfin... alors c'est cette idée, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire le terrain de jeu, si tu veux, d'occuper tout l'espace et de pomper toute la force de vie un peu. Cette idée de surpuissance, c'est cette idée que comme on a ôté, et là c'est pareil, ça vient dans nos structures culturelles même, tu vois, dans les histoires qu'on se raconte, rien n'est impossible, sky is the limit, moonshot, tu vois, en anglais, il faut viser la lune, etc. Donc culturellement, on est descendant d'une forme de culture occidentale, voire américaine, tu vois, avec cette idée de frontières, dépasser la frontière, etc., qui vient de loin, qu'on a complètement éliminé l'idée qu'il y avait des limites. Au contraire, s'imposer des limites, c'est quelque chose qui est dévalorisé en tout cas, et que rien n'était possible, et que donc on s'en fixe pas. Et il se trouve que physiquement, on a tapé dans les fossiles, dans les énergies fossiles, notamment en particulier le pétrole, dans une source d'énergie, qui est une source de puissance donc activable, qui est démesurée, qui est démentielle, puisque le pétrole, c'est du plancton décomposé, donc c'est de l'énergie solaire, en fait, indirectement, tu vois, c'est comme du solaire stocké pendant 1 million d'années. Et en la déployant, on a accès à une puissance sans limite, jusqu'à ce qu'on l'épuise. Plus la culture du sans limite fait qu'en fait, on a eu un développement spectaculaire. Je parle aussi de cette tendance exponentielle sur les 200 dernières années. Des 200 dernières années. Voilà. On était 1 milliard en 1806, on est 8 milliards aujourd'hui. Enfin, c'est complètement fou. Et le PIB multiplié par 15 en 200. Enfin, tu regardes tous ces trucs-là. Et j'en parle dans le bouquin, tous les chiffres, toutes les exponentielles. Et donc, avec ce développement humain que parfois on peut appeler progrès, qu'on a défini comme progrès, mais qui est en fait un développement de l'espèce humaine, parce qu'on a eu cet accès à la puissance, se pose la question maintenant de quelle est la limite. Et est-ce qu'on n'est pas en train de bouffer l'arbre comme les termites le font, sans se rendre compte qu'on est en train de le faire juste parce qu'on peut le faire. Et comme nous, contrairement aux termites, où ça va être codé, entre guillemets, dans leur code génétique, de dire, OK, les gars, on s'arrête, on va ailleurs. On va sur un autre arbre. On sait pas, non, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, d'ailleurs, tu vois, mais c'est quand même... En fait, elles envoient un petit signal. En fait, c'est vraiment de l'ultrason. Oui, mais comment elles décident collectivement de dire, OK, c'est bon, tu vois, c'est une forme d'intelligence qui nous dépasse totalement, qu'on ne comprend pas. Oui, a priori, on ne l'a pas, nous. Voilà. Et nous, on a une autre forme d'intelligence qui est par la raison, etc., la conscientisation des choses. Mais de toute évidence, elle nous amène dans une impasse aujourd'hui. Donc après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. On est en train d'attendre les limites. Est-ce qu'on va aller beaucoup trop loin parce qu'on ne va pas être capable de modifier ces règles du jeu pour nous-mêmes, ou alors est-ce qu'on peut faire autrement, etc. Et du coup, est-ce qu'on peut se fier à nos sens quand on prend ce genre de décision? Parce que j'ai l'impression que, et t'en parles d'ailleurs de tous les biais cognitifs auxquels on est soumis, tu pourrais nous rappeler les différents biais cognitifs qui fait qu'on a du mal à prendre des décisions qui sont raisonnables, entre guillemets, ou raisonnées, je sais pas. Alors, effectivement, on se pose la question de savoir pourquoi on n'arrive pas à mieux y comprendre quelque chose. Tu vois. Donc, tu as le problème individuel et collectif, et les deux se mélangent un peu. Mais c'est bien de rappeler que, et c'est même le point de départ, tu vois, c'est que individuellement, on ne voit pas le réel tel qu'il est. Parce d'une part, tu parlais des sens, parce que d'une part, on a des sens qui sont limités. Et maintenant, on le sait, tu vois, il y a des couleurs qu'on ne voit pas, qui existent pourtant, que d'autres animaux voient, qui existent, qu'on sait voir avec d'autres instruments. Il y a des sons qu'on n'entend pas. Et puis, il y a tout un tas de choses même qui nous échappent parce qu'elles ne sont pas dans notre champ de vision. Il y a des formes d'intelligence, typiquement celle des termites qu'on n'a pas. Voilà, et puis on n'a pas accès à... Et puis il y a même peut-être un autre plan, certains y ont accès, sur un autre plan qui a une forme de connaissance. En tout cas, il y a des choses qui sortent de nos sens. On était un peu sûr de nous d'ailleurs, parce qu'on a considéré que l'espèce humaine c'était la plus intelligente, alors qu'en fait il y a plein de types d'intelligence. Même sans parler d'intelligence, si tu veux, il y a plein d'autres types de perceptions qu'on ne comprend pas encore. Tu vois, on a juste découvert il n'y a pas si longtemps que les arbres en fait communiquaient entre eux via les champignons, via la racine, s'entraidaient, etc. Donc on est juste au début de la compréhension du vivant, et probablement que ça nous est inaccessible en fait. C'est cette idée aussi
d'horizon des événements, tu vois, en physique. C'est qu'en fait, il y a, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais en astrophysique, la lumière, en fait, l'univers s'étend tellement vite plus vite que la vitesse de la lumière, et donc la lumière ne peut plus nous parvenir, et ne nous parviendra jamais. Donc en fait, cette chose qui existe, qui est trop loin de nous, ne sera jamais dans notre champ de vision. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont comme ça à notre niveau. Mais il faut pas oublier, en fait, cette différence, si tu veux, entre la carte et le territoire. Cette idée que tous nos modèles de représentation du réel, que ce soit l'écriture, les chiffres, le langage, les mathématiques, etc., ce ne sont que des représentations, ce ne sont que des cartes. Et tu vois, il y a l'hypothèse de Sapir-Whorf, dont je parle un peu sur le langage, qui soutient que les représentations mentales en fait, dépendent des catégories linguistiques. C'est une hypothèse, ça ne fonctionne pas comme ça, mais en fait, tu ne penses pas le monde de la même manière selon la langue que tu parles, en gros. J'aime bien ce que tu dis, pardon, je te coupe. Vas-y. La différence entre les cartes et le territoire, parce qu'en fait, quand tu le dis comme ça, je pense que c'est pas très compréhensible. Mais en fait, dans le livre, c'est hyper bien expliqué. Et peut-être que non, parce qu'en fait, pour ça, il faut lire le livre. Parce que tu l'as dit super rapidement. Mais en fait, quand tu réfléchis et la manière dont tu l'amènes dans le bouquin, bah, du coup, tu fais ah, mais ouais, c'est vrai qu'une carte et un territoire, c'est pas du tout la même chose. Bah, c'est une représentation, en fait. C'est un truc à plat, mais c'est pas. Et souvent, on confond les deux. C'est pour ça que je te dis, il y a le langage et les chiffres, mais il y a plein d'autres représentations qu'on a, parce qu'on a besoin de simplifier aussi. Et après, j'en parle aussi en disant qu'en fait, on porte des lunettes. Si tu veux, on porte toujours des lunettes filtrantes et déformantes quand on regarde le monde. C'est toujours d'ailleurs une question que je pose à mes invités en début d'épisode. Avec quelles lunettes tu regardes le monde? Quels sont ton angle de vue? Sous-entendu aussi, qu'est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu as conscientisé un peu le fait que c'était ton angle de vue à toi et que c'était pas... Voilà. Et tout ça, c'est teinté par ta culture, ta langue, ta couleur de peau, ton ethnicité. Enfin, je ne sais pas toi dans quelle mesure, mais ton vécu et ce que les autres te renvoient. Pas forcément la manière dont toi tu vois les choses, mais ce que les autres te renvoient est teinté, et donc vient teinter toi comment tu vois le monde. Et pour revenir à cette idée de biais cognitif, ce qui est aussi en plus troublant, c'est que au-delà de ça, donc les neurosciences nous montrent, et la psychologie nous montre que en plus notre cerveau fait en permanence des filtres, un processus de simplification. C'est ce qu'on appelle, je crois, les heuristiques. Je dirais pas de bêtises, mais c'est que en fait, on capte tellement d'informations que si on devait tout traiter, ça fonctionnerait pas. On ferait complètement chauffer, enfin, on se cramerait la tête, quoi. Et donc, pour pouvoir traiter ça, notre cerveau simplifie tout. Et donc, c'est ce qu'on appelle, tu as les biais de perception, qui on va filtrer déjà ce qui rentre jusqu'à notre cerveau. Et puis, tu as aussi les biais de cognition, c'est-à-dire d'interprétation de l'information. Et donc, c'est les fameux biocognitifs qui sont maintenant assez vulgarisés. Donc, tu as par exemple, parmi les plus connus, tu as le biais de confirmation, qui est que on capte plus une information quand elle vient confirmer ce qu'on croit déjà. Et voire on n'entend pas le reste, en fait. C'est des études qui ont... Donc, c'est en gros, j'adore ce que tu dis. En fait, ça veut dire, je pense comme toi. Tu vois, c'est souvent ça. Genre, cette personne est vraiment intéressante, parce qu'en fait, elle pense comme moi, tu vois. C'est souvent ça. T'as l'effet, et on le fait tous, tu vois. Tu dis, bien sûr, super. C'est pour ça que je rigole. T'as aussi l'effet de vérité illusoire, tu vois, qui est la tendance à croire qu'une information est vraie après une exposition répétée. On le répète, voilà, et tout ça, c'est des biais qui sont, on pourra revenir, mais qui sont parfaitement connus par les communicants, les publicitaires, etc. Tu as l'effet de halo, tu vois, qui se produit quand la perception d'une personne ou d'un groupe est influencée par l'opinion qu'on a préalablement de l'une de ses caractéristiques. Donc tu vas te dire, lui, il appartient à ce groupe-là, il est irlandais, tiens, il s'est vraiment comporté comme un abruti, et vraiment, les Irlandais, c'est tous des abrutis, quoi. Tu vois. Et je te dis, et donc tu utilises l'extrême droite sur les immigrés, les trucs. Voilà, je sais pas si ils le font beaucoup sur les Irlandais, mais ça fonctionne sur tous les groupes. Voilà. Donc et puis ça marche aussi sur une personne. Tu vois, une personne qu'on va juger belle physiquement, elle va être mieux perçue, elle est plus digne de confiance. Enfin, tu vois, des espèces de biais comme ça. Ou quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de ton clan. T'as le biais du clan aussi, c'est le biais d'appartenance. Enfin, t'en as plein de trucs, et t'en as, je sais plus combien, 250 biais cognitifs comme ça. Donc, tu vois, on va pas tous les lister. Donc, ça veut dire que on raisonne beaucoup moins bien qu'on le croit, individuellement, déjà, tu vois. Donc, d'où l'importance de se dire, mais en fait, ok, il faut que je me connaisse moi-même, connais-toi toi-même, tu vois, ok, comment je fonctionne,
quels sont, mais ça c'est l'autre, on revient au basique, tu vois, de la philosophie, connais-toi toi-même, c'est qui je suis, comment est-ce que je fonctionne, que sais-je, si tu reprends du Montaigne un peu plus tard, et à partir de là, ok, comment je vais m'ouvrir aux autres pour faire ça. La difficulté qu'on a, pour revenir sur, tu as mentionné le collectif, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces défauts de perception et ces défauts de réflexion qui sont codés dans notre système, qui sont codés dans le système médiatique. On l'a dit, tu vois, c'est du Hanouna, c'est l'ultra-simplification, c'est du ils sont différents, regardez, nous on est comme ça et pas eux. Donc tous ces trucs-là, tu vois, avec codés dans le système technologique, avec les réseaux sociaux, il paraît tout un chapitre là-dessus qui te montre en fait comment tous les gars qui ont monté les Facebook, les Instagram, les Twitter sont des gens qui ont fait des études de psychologie avant, qui connaissent parfaitement ces biais cognitifs, qui volontairement vont jouer justement sur ces biais, en fait. sur tous ces biais pour les monétiser, pour nous manipuler dans une certaine direction, pour faire de l'argent, et parfois pas que pour faire de l'argent. Quand ça va être comme du Cambridge Analytica avec Steve Bannon et Trump, ça va être pour nous faire voter dans une certaine direction. Et comme ces règles du jeu sont ce qu'elles sont, tant qu'elles sont en place, c'est très compliqué, voire quasiment impensable, d'imaginer avoir un résultat différent. C'est aussi tout mon propos, c'est de dire que rien n'arrive, rien n'arrive par hasard, si tu veux. Les événements qu'on voit émerger viennent de structures, de tendances sous-jacentes. Ces tendances sous-jacentes viennent de structures sous-jacentes, les médias, la manière de gouverner, la manière de fonctionner de l'économie, la manière de fonctionner de la finance, etc., qui sont elles-mêmes des dérivés de nos comportements qui viennent de notre perception du monde, de notre culture, de notre nature, etc. Et donc, si tu veux avoir un résultat différent, une société différente ou des événements différents dans l'avenir, tu ne peux pas espérer avoir ça, en fait, tant que tu n'as pas changé la manière dont le jeu fonctionne. Et souvent, il y a une grande confusion. C'est-à-dire qu'on s'étonne des événements. On se dit, mais pourquoi ce truc-là arrive ? Je ne comprends pas. Pourquoi il y a eu les inondations l'année dernière ? Pourquoi ça arrive, etc. Et en fait, tu te dis, mais non, mais en fait, il suffit de regarder les causes profondes. Et une fois que tu as compris les causes profondes, mais on ne prend jamais le temps de les expliquer, déjà. Et par ailleurs, même quand on veut résoudre un problème, souvent, on ne prend pas le temps de regarder les autres systèmes qu'il y a autour. On dit, ah, mais je ne sais pas, c'est vraiment là, si on va dans le mur sur l'écologie, c'est la faute au capitalisme. Ok, mais très bien. Mais en fait, le capitalisme, il vient d'où ? Comment il fonctionne ? Qu'est-ce qu'il structure ? Pourquoi on en est arrivé là etc. Ah non, mais ce qu'il faudrait, c'est changer le système médiatique. Vraiment, les médias, s'ils faisaient leur boulot. Ok, mais en fait, qui détient les médias ? Bah, c'est les milliardaires, c'est des trucs comme ça. Ah, mais du coup, il faut lutter contre les inégalités. Oui, mais en fait, les inégalités, structurellement, elles viennent de la manière dont fonctionne l'économie et la finance aujourd'hui. Tu vois ? Ah, mais il faut changer le système économique. Ok, mais en fait, tu passes par où pour le changer ? Tu tournes en boucle. Et ça va être les nouveaux récits. Tu vois, il faut changer la culture. Dire, si on construit de nouveaux récits, on aura une autre idée du monde, etc. Oui, mais comment tu changes la culture quand tu ne maîtrises pas le système médiatique ? Tu vois, donc tu as cette espèce d'animal civilisationnel qui fonctionne de manière totalement systémique. C'est ce qu'un de mes invités, Nate Hagen, s'appelle le super-organisme, qui avance en consommant toujours plus d'énergie et qui grossit de plus en plus comme un être vivant, si tu veux, qui n'est pas restreint, tu vois, et qui atteint ses limites. Et la question de savoir, c'est, en fait, mais est-ce que ce truc-là peut dériver ? Qui a la main ? Comment on fait pour changer ça ? En fait, ça me fait penser, tout ce que tu décris, et je pense que les personnes qui nous écoutent, elles doivent se dire ça fait penser à une sorte d'impuissance collective. On se dit, mais attends, mais comment moi, je peux faire quelque chose ? Est-ce que vraiment j'ai un rôle ? Est-ce que les petits gestes, ça compte ? J'aimerais bien que tu nous parles, parce qu'en plus, tu fais référence, mais est-ce qu'on est contraint à cette impuissance collective ? Comment on fait pour s'en sortir, en fait ? Alors, j'en ai aucune idée. Bah, merci. Salut. C'est bon, on peut arrêter là. Bon, bah, merci d'être passé. Non, mais la question des solutions, si tu veux, elle est. J'ai hésité à l'aborder à la fin, de me dire, ok, mais en fait, comment on fait ? Est-ce qu'on pose des solutions ? Et en fait, c'est complètement
Je l'ai mise hors sujet là parce que ça ferait parce que j'ai pas cherché suffisamment profondément et surtout j'ai posé l'idée que une des choses qui est caractéristique de notre impuissance aussi, c'est ce solutionnisme. C'est cette idée que on va pouvoir trouver des solutions simples, explicables facilement, qui vont sortir comme ça un peu du chapeau à un problème qui est totalement systémique et extrêmement complexe et qu'on n'a pas fini de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, la proposition, c'est de dire, mais je reprends un peu, tu vois, cette citation attribuée à Einstein. On sait jamais, c'est toujours attribué à Einstein, parce qu'en fait, on sait toujours. Quand tu sais pas à quelle partie d'une citation, tu dis non, mais c'était Einstein. Voilà, surtout, on sait jamais si c'est lui. Donc, on va lui poser la question. On va dire qu'il a dit ça. Tu vois, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. Et moi, je suis un peu là-dedans, c'est de dire, mais attends, j'ai bien dit d'ailleurs, on n'y comprend rien, quoi. Donc, je vais pas commencer à me dire, c'est le titre du bouquin, tu vois, je ne mens pas. C'est ok. Est-ce qu'on peut déjà ramener l'humilité, se dire qu'on est face à un truc qui est d'une complexité folle, qui englobe tout, et peut-être se dire que la clé, ça passe par le commencement, si tu veux, du processus pour arriver à des solutions. C'est de remettre une forme d'humilité, de collectif, de remettre de la complexité et de sortir de la simplification et du solutionnisme. Et de ne pas attendre que quelqu'un nous propose des solutions, que ce soit via une transition énergétique compliquée ou via... et puis une fois que tu as résolu la transition énergétique, est-ce que tu as résolu la crise du vivant? Non. Enfin, tu vois, c'est... et puis même, je te parle même pas des problèmes de société. Et donc le truc, si tu veux, c'est et j'ai un livre là-dessus à la fin, je réfléchis même sur le libre arbitre. Est-ce que effectivement, je reprends ta question, est-ce qu'on est libre? Est-ce que en tant qu'individu on est libre? La question se pose. Et tu vois, pour le coup, elle s'est beaucoup posée. Si on prend la philo, tu cites Spinoza, tu vois, il dit nous croyons libres, mais nous sommes libres comme une pierre qui tombe. Je veux bien dire, ok, en fait, on connaît pas. Pourquoi il dit ça? Il dit parce qu'en fait, on ne connaît pas notre propre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on joue. On fait des choix quotidiennement, mais enfin, en fait, on ne sait pas ce qui nous a conditionnés, on ne sait pas d'où ils viennent, et la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Donc, en fait, on a un libre arbitre qui est tout petit, quoi. Et collectivement, là, c'est plus de la philosophie de Hegel, en fait, qui va dire, en fait, l'histoire n'est pas du tout libre. Elle suit son propre cours, elle avance selon ses propres règles, et elle utilise les individus pour avancer. Mais il y a une vraie question, si tu veux, sur notre capacité à changer le monde. Donc parce que derrière ta question, il y a cette idée de ok, mais qu'est-ce que je veux faire pour que collectivement on évite de se prendre un mur. Ouais, tu vois, évidemment, tout le monde se pose des questions. Voilà. On n'a pas envie, même si on sait que la planète va exploser, enfin le soleil va exploser au bout d'un moment. Mais t'as un vrai truc, tu vois. Moi, je finis tous mes épisodes de podcast en reprenant une réplique d'OSS 117 qui met pour changer le monde, quel drôle d'idée, très bien comme ça, mais pourquoi changer, tu vois, pour relativiser aussi un peu cette ambition. Et c'est un truc sur lequel aussi j'ai réfléchi, tu vois, sur cette idée que on se raconte tout le temps, tu vois, on cite parfois Margaret Mead qui dit il suffit d'un petit groupe de gens motivés, entre guillemets, pour changer l'histoire, c'est toujours ce qui s'est fait. Très bien, mais ça c'est une lecture a posteriori de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a vu que quand Rosa Parks a décidé de ne pas s'asseoir dans le bus pour laisser sa place, ça a déclenché une émergence, typiquement, dans le système qui a abouti au Martin Luther King, les droits civiques, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait, en fait, peut-être des milliers de personnes avant elle qui ont fait la même chose et il ne s'est rien passé. Ils se sont fait tabasser. Ils se sont fait tabasser. Et peut-être tu dis, c'est le sens de l'histoire, ça aurait été dans ce sens-là. Donc il fallait, et on a pris cet événement-là, cette personne-là, comme étant le déclencheur. Mais sauf qu'en fait, ça nous dit pas grand-chose sur ce que nous, on peut déclencher en faisant le petit geste. Tu sais pas, en fait, ce que tu déclenches. Et parfois, tu déclenches un truc qui est complètement l'opposé de ce que tu voulais faire. Donc la réflexion, c'est moi, mon truc, c'est plutôt de dire, mais ok, il faut être plutôt humble par rapport à cette idée de changer le monde. D'ailleurs, enfin, je dis pas il faut, je dis jamais il faut, pardon, je retiens son truc. Tu viens de le dire. Justement, surtout pas, c'est pas du tout il faut. C'est très, voilà, c'est justement, il y a pas de, je détiens absolument pas la vérité, donc prenez pas ça comme des conseils de quoi que ce soit. Mais on entend souvent ça, si tu veux, cette idée que non, mais il faut bouger, il faut changer le monde. Mais moi, ça m'a ramené aussi au stoïcisme, tu vois, c'est cette idée que, et j'en parle un peu dans le livre, tu vois, c'est cette idée que finalement il faut faire la différence entre ce sur quoi on a la main, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous.
Et c'est pour les stoïques, c'est comme ça que tu es apaisé, parce que tu te concentres, tu vois, c'est Marc Aurèle, que la forme soit donnée de supporter ce qui peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc c'est faire la différence. Et donc c'est se dire, ok, est-ce que c'est ma responsabilité de changer le monde? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que ça dépend de moi? Ma réponse personnelle, c'est de dire, en fait, non. Enfin, la marche du monde ne dépend absolument pas de moi, ce que je vais faire demain matin. Par contre, et souvent c'est ça qui est compliqué à expliquer en 2 secondes, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça ne veut pas dire se dire... Balek. Vas-y, puisque de toute façon le monde avance, il y a le super-organisme, vas-y, je vais continuer de cramer tout ce que je peux cramer, de me comporter comme un con, etc. Là, ce que je ramène comme idée, c'est l'idée de, pareil, expliquer à Spinoza, d'éthique personnelle. En fait, tu peux te dire, ok, mais en fait, je n'agis pas pour changer le monde. Tu vois, je sais que tu aimes bien un peu les philosophies orientales, mais c'est la Bhagavad Gita, tu vois, c'est agis sans te préoccuper du résultat de ton action. Et il y a un peu de ça, si tu veux, dans toutes les agestes que tu retrouves. Et c'est dire, non, mais en fait, je vais agir parce que c'est qui j'ai envie d'être. Parce que c'est la personne que j'ai envie de devenir, parce que j'ai identifié qu'en fait, c'était ce qu'il y avait de meilleur pour moi. Tu vois. Mais comme on est tous pris dans cette quête de puissance, et que la puissance, c'est exactement le problème qu'on a. Surtout, et puis qu'on a des injonctions culturelles et qu'on a des injonctions culturelles à la puissance, tu vois, dans les pubs, à tous les endroits, sur Instagram. Bah, du coup, on est... Compliqué. C'est là où on est un peu plus con que les termites, quoi. Non, mais c'est là aussi que c'est important de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous conditionne. Tu vois, donc c'est quoi le jeu? C'est quoi les règles? Ok, en fait, je suis pas totalement libre, parce qu'en plus, je suis conditionné par mon époque, par le zeitgeist, tu vois. T'as l'énergie de l'époque, t'as le truc de l'époque qui fait que tu penses ce que tu penses, aussi en partie. Tu vois. Quelqu'un, il y a 200 ans, on était dans un autre contexte, il voyait le monde il faisait des choix, et c'était pas le même jeu, tu vois. Donc t'es conditionné par ça. Mais d'où cette idée d'essayer d'aller creuser, de dire ok, en fait, qu'est-ce qui nous conditionne, sur quoi j'ai la main, sur quoi c'est totalement perdu ou c'est hors sujet. Je vais essayer de me concentrer là où il y a une chance de changer un peu le game, tu vois, de changer le code. Mais t'as raison, c'est-à-dire que il y a cette double injonction qui est hyper compliqué, et c'est un peu l'injonction, si tu veux, à laquelle est confronté même on est confronté individuellement à ça, tu vois, c'est cette idée qu'il faut à la fois diminuer notre propre puissance, et en même temps on a cette espèce de pulsion, si tu veux, quoi. C'est une pulsion naturelle, parce que c'est la survie de l'espèce, en fait, donc on est naturellement dans l'insatisfaction, et donc du coup on a toujours envie de plus, quoi. Je sais pas si on peut débattre sur est-ce que c'est naturel ou pas. Est-ce que c'est naturel de vouloir être de plus en plus puissant, parce que tu dis il y a d'autres êtres vivants qui ils arrivent à se en fait, le truc c'est que qu'ils le font pas, tu vois, qui se limitent. En fait, si, mais la grosse différence que je vois chez je connais pas évidemment, je connais certainement pas tout le vivant, mais j'ai 2-3 exemples, tu vois. Les termites c'en est un, les lions c'en est un autre, l'exemple des lions ou des lionnes, c'est qu'à un moment donné, quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de gibier, ils arrêtent d'en tuer, ils se mettent en famine, mais parce qu'ils savent que l'espèce va pas se reproduire. Mais parce qu'ils sont codés, parce que c'est pour instinct, codé, etc. quoi. Mais nous, on n'est pas purement instinct. Okay. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que est-ce que ça se trouve on est un bug, on est une expérience qui est complètement naze. Non, mais tu vois, tu peux dire ça, c'était les fourmis dans 5000 ans, ils étaient là, ça a super bien marché un temps, et puis en fait non. Ils sont pas restés. Tu vois. Non, mais peut-être. Non, parce que nous on est assez jeunes comme expérience. C'est une expérience. On est une expérience hyper jeune qui est peut-être complètement déconnante, tu vois, en fait. Mais ça se trouve, tu vois, c'est une expérience parmi les millions d'expériences du vivant, tu peux avoir ça. Mais donc le grand paradoxe, si tu veux, de l'époque, et qui est aussi le grand défi, c'est que tu as cette force de vie qui nous pousse à vouloir grandir, grossir, et qui en plus, on n'a plus cet instinct justement qui nous limiter, ou une forme de culture, dans quel cas parce que parfois ça a été le cas, tu vois, dans toutes les cultures tu retrouves des carnavals pour brûler le trop plein d'énergie, tu brûlais les excédents pour éviter machin, il y a plein de choses qui étaient mises en place. Et sauf qu'en maintenant, en fait, cette pulsion, elle est codée dans le système. Elle est codée dans le système technologique, économique, culturel. Et tu as ce truc qui est, donc, soit on la restreint, soit, quelque part, on s'autodétruit, tu vois, au final. On fait crever l'arbre, comme tu disais. Et au niveau individuel, c'est pour ça que c'est si compliqué.
c'est que tu te dis, ok, en fait, toutes les sagesses me disent que je dois me restreindre, que je dois être sobre, en plus cette accumulation sert à rien. Que cette accumulation sert à rien, et quelque part tu te dis, bon, bah, c'est quand même marrant quand même que toutes les sagesses du monde en arrivent à peu près à la même conclusion, etc. Après, ça peut mettre d'accord tout le monde d'ailleurs. On va y revenir. Les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, tout le monde sera d'accord. Et dans le même temps, tu as cette injonction quotidienne, par tous les signaux qu'on nous envoie, tu vois, à continuer. Donc tu es pris vraiment entre les deux feux et c'est hyper dur d'échapper à ça. Ce qui est marrant aussi, c'est de questionner pourquoi en fait toutes les sagesses prônent cette forme de sobriété, si tu veux. Ah ouais, bien sûr. Moi, la manière dont j'interprète, c'est que je dis, mais en fait, elles appartenaient à un contexte, elles ont été faites dans un contexte qui était un contexte de rareté énergétique et de rareté de ressources. Donc forcément, quand tu as des ressources rares, pour ton peuple, ta tribu, ce que tu veux, tu codes dans la culture le fait que, non, faut pas déconner, on va faire gaffe, etc. Parce que ça va finir par arriver. En fait, on va dans un contexte, on entre, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive au pic pétrole, là, entre maintenant et 2024, enfin, tu vois, au pic tout pétrole. Le pétrole est totalement central dans notre civilisation. Il est peu probable qu'on arrive c'est partie des trucs que j'étudie aussi dans le bouquin, qu'on arrive à faire à court terme, en fait, en tout cas, cette transition énergétique vers l'électrification de tout, enfin, d'avoir le même niveau de puissance. Oui, donc, tu as une descente énergétique, donc tu as une descente de puissance, qui c'est ce dont parle tout le temps Jean Covici et compagnie, tu vois, sur le lien entre civilisation, énergie, économie. Et tu reviens, si tu veux, à une forme de ce qui a été la normalité de l'humanité depuis quelle humanité, tu vois, on parle pour parler de notre époque, tu peux parler de shoot carbone, de carbon pulse, tu vois, en anglais. Si tu prends 10 000 ans de recul, tu dis, bon, voilà, il y a une accélération, on a trouvé le fossile, le charbon, puis le pétrole, bam, tu vois, tu passes donc tu vois, fois 8 en 200 ans sur la population et tout le reste. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe au moment où tu n'as plus cette puissance? Soit tu la remplaces, ce qui pose d'autres problèmes pour notre arbre, tu vois, soit ça redescend et ça pose beaucoup de problèmes pour la société humaine qu'il va falloir gérer. Si on revient à un jeu, ça me fait penser... C'est quoi ce jeu où tu peux sauter des cases, tu sais Le jeu de loi? Ouais, bah voilà, merci, le jeu de loi. C'est précisément à ça que je pensais. Amarelle. Non, mais je pensais au jeu de loi. Et où tu sautes des cases, et puis parfois, en fait, tu sautes plus de cases, et c'est fini, en fait. Et du coup, tu reviens au jeu normal. Ça fait un peu penser à ça, au jeu de loi, quoi. Ouais, tu peux. Ouais, t'as une espèce de super puissance. Ouais, t'as une super puissance d'un coup, tac, tu sautes des cases. Dans les jeux vidéo, tu prends un coup de nitro et tu sais, t'accélères ton truc. Mais en fait, c'est comme Mario Bros. Donc moi, le truc que j'essaie de regarder, c'est ok. On comprend pourquoi on comprend pas bien. On a les règles du jeu. On a été chercher, on a descendu l'iceberg systémique. Là, on a vu que sous la surface des événements, il y a plein de choses qui conditionnent. Quand tu tires les fils de ça, si tu changes pas le système, tu arrives. Si tu veux, la trajectoire reste exactement la même, hein, tu vois, la même cause, même conséquence, entre guillemets, et donc tu te prends au bout d'un moment potentiellement une descente énergétique, un mur avec tout ce que ça implique, et là tu as différents scénarios possibles sur la manière dont l'humanité va gérer ça. Très probablement qu'il y aura plusieurs scénarios selon les régions du monde, selon les cultures, selon les points de départ du jeu. Et après, donc, c'est un questionnement sur, comme tu disais, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, comment tu traverses cette époque, c'est quoi en tant qu'individu, comment tu vis ton époque en étant serein, en étant joyeux malgré tout, la réflexion que j'ai eue, c'est comment tu changes ton jeu personnel. Ouais, parce qu'en fait c'est ça à la fin, c'est que tout ce que tu décris, on sait que là on a tiré le gros lot, on a eu beaucoup de chance au jeu de loi, donc on a accéléré très fort, mais on sait de manière très certaine que ça va décélérer d'un coup. Enfin, je veux dire, pour le coup... Je sais pas si ça va décélérer d'un coup, tu vois, personne ne peut savoir, mais en tout cas, justement, quand tu regardes les lois de la physique, quand tu regardes cette loi, tu te dis, bon, ok, il y a quand même une probabilité que la fusion nucléaire ne soit pas prête à grande échelle, déployée partout avant la fin du siècle. Cas, en fait, on finirait par tuer le vivant. Voilà, et après, tu as d'autres problèmes. Donc, tu as une probabilité que tu dis, ok, le jeu tel qu'on l'a joué jusqu'à présent, il va potentiellement quand même largement changer. Il y a certaines règles qui vont rester les mêmes, parce qu'elles sont indépassables, et puis il y a tout un tas de règles qui vont être complètement rediscutées, etc. Quoi. Donc tu rentres dans une zone de grande incertitude, et c'est aussi par rapport à cette nouvelle donne, si tu veux, d'incertitude. Alors déjà, je précise que on parle en tant qu'occidentaux, riches, aisés, tu vois, tu as déjà un paquet de gens qui... Tous les gens qui nous écoutent ont beaucoup de chance. Tu parlais, on a eu beaucoup de chance en l'accélération, déjà il y a
tout le monde n'a pas vécu le truc de la même manière, mais effectivement, tu vois, dans les pays développés, entre guillemets, il y a eu un confort de vie, il y a plein de choses qui sont arrivées. Donc, mais il y a des questions qui se posent très différentes selon que je te disais, selon les sociétés, selon le point de départ. Il y en a qui sont déjà dans le dur, comme il y en a qui sont déjà leurs vagues qui sont déjà en train d'arriver. Je te parlais du bateau, ou le terrain de jeu, ou l'arbre qui s'effrite. Donc il y a plein de cas qui sont différents. Mais en tout cas, moi, ce qui est intéressant, c'est pour en tant qu'individu, de réfléchir à ce que ça veut dire. Tu vois, je parle de la notion de deuil aussi, pour les gens qui sont sensibles à l'écologie, qui rejoint aussi les traditions de rites de passage, tu vois, quand on rejoint ça, c'est ok, en fait, descendre dans une forme d'obscurité pour pouvoir mûrir et passer à l'âge adulte et remonter à la lumière. Tu retrouves ça pareil un peu partout, tu connais ça mieux que moi même. Et puis donc je parie, en tout cas pour moi, que c'est plus intéressant de faire cet exercice d'acceptation, entre guillemets, du fait que je n'ai pas la main sur le monde pour, entre guillemets, faire ce deuil-là en avance pour me dire, ok, j'intègre cette possibilité de souffrance, possibilité de mort, parce que c'est inhérent à la vie. Donc là, tu touches à des trucs un peu plus philosophiques. Voilà. Mais au-delà de ça, si tu as une réflexion qu'on peut décider d'avoir sur comment on veut jouer dans ce contexte-là. Est-ce que je décide d'en avoir rien à foutre, ou est-ce que je décide de ralentir, de simplifier, d'améliorer ma capacité d'écoute, d'arrêter d'avoir tout le temps raison et de vouloir convaincre tout le monde que mon système de pensée est meilleur que l'autre et que l'autre n'a rien compris, pardon. Ça vaut aussi pour les gens qui se croient être du bon côté, tu vois, la barrière. Ah, on a tous l'impression d'être du bon côté. Ouais, toujours du bon côté, tu vois. Donc et il y en a certainement qui le sont, tu vois, mais sans doute. Par définition. Mais et puis ça passe, je pense aussi en tout cas pour moi, c'est partie des trucs que j'explore, c'est à quoi tu fais attention. C'est un truc assez nouveau, c'est où est-ce que tu places ton attention. Est-ce que de ton attention dérive ton intention. Et ça conditionne aussi pas mal. Enfin, après, ça devient plus une exploration presque développement personnel de comment. Après, je sais qu'il y a aussi la place là-dessus sur ton podcast, sur comment tu gères cette espèce d'angoisse existentielle de l'époque à laquelle beaucoup sont confrontés. On est tous confrontés à ça, je pense. Ouais, il y en a qui ne sont pas confrontés, hein, je pense. Il y en a plein qui... Je veux dire, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne se posent absolument pas ce type de questions sur l'époque. Et peut-être qu'ils ont raison, j'en sais rien. Comme c'est leur manière de jouer au jeu, en tout cas. Voilà, c'est une manière de se détendre et jouer au jeu, quoi. Donc voilà, c'est toute cette... Mais je pars de cette idée que quand même, il y a... Et c'est pareil au niveau des organisations, si tu veux. Ce que j'essaie d'expliquer quand j'interviens auprès des entreprises, si tu veux, ça revient à... Pour une entreprise, c'est faire une stratégie de jeu. Il dit, ok, en fait, une stratégie, c'est... quelle est ma vision, quel est mon objectif, mais c'est aussi quel est le contexte dans lequel je développe cette vision et dans lequel je vais faire ma partie. Et souvent, il y a un gros décalage, il y a une méconnaissance du contexte et de comment il est en train d'évoluer, de ce qu'il va impliquer. Et donc, il y a des grosses erreurs stratégiques qui peuvent être faites. Et au niveau individuel et au niveau d'un État, on n'en parle pas, quoi. Et en fait, moi, ça me fait penser... Enfin, moi, en fait... Parce qu'en fait, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que tu te dis, attends, on va voir. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et moi, j'ai l'impression qu'il faut revenir au truc assez simple, tu vois, de se dire, attends, de quoi je serais fier sur mon lit de mort, qu'est-ce qui fait du bien, etc. Et en fait, on sait, en gros, finalement, qu'il y a deux choses qui te font du bien sur ton lit de mort, c'est avoir trouvé du sens, d'une manière ou d'une autre. Bon, après, chacun peut trouver du sens à sa manière. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des liens profonds avec des personnes qui te sont chères. Et à partir du moment où tu te concentres là-dessus, du coup, tu peux pas trop te tromper parce qu'en fait, pour moi, j'ai l'impression que je vois pas comment un humain pourrait se tromper en étant là-dessus, sachant que, en fait, par définition, t'as pas vraiment besoin de puissance pour le faire, quoi. Tu peux, hein, bien sûr, aller avoir des amis un peu partout dans le monde, et voilà, mais... Quelle est la définition d'une vie réussie? C'est ça pour moi, c'est vraiment ça. Tu reviens à un truc, et d'ailleurs, pendant un temps, je me disais, c'était ça la clé, tu vois, le truc, si on arrivait culturellement à redéfinir le succès, ça serait plus, le but du jeu serait plus juste le score sur ton compte en banque, ça serait autre chose, tu vois, ça serait la qualité, est-ce que tu es reconnu comme un sage, est-ce que tu es reconnu comme quelqu'un qui fait du bien aux autres, etc. Ça existe en partie d'ailleurs, pour ça qu'il y a... les religions font ça.
La spiritualité de manière générale. Voilà, et donc tu peux avoir, je parle je cite 2 tendances fondamentales pour rebondir là-dessus dans le livre, qui sont sous les événements. Tu as l'accélération du monde dont j'ai un peu parlé, mais tu as aussi la déconnexion. La grande déconnexion en fait. Et donc ça rejoint cette idée de lien qui je sais t'es cher, là, que moi j'avais découvert avec Abdenour Bidar, donc le lien à soi, aux autres et au monde. Et donc on est dans une époque de grande déconnexion entre l'idée spirituelle et nous-mêmes. Si tu veux, ça a beaucoup diminué en tout cas chez nous. Et puis tu as le lien entre, après tu as des trucs basiques entre l'économie, la finance et l'économie, tu as le lien entre le politique et les citoyens, enfin tu as plein de choses qui se déconnectent entre notre corps et le monde physique via les écrans, enfin tu as plein de choses. Et donc derrière cette capacité, derrière cette idée de lien, tu as quelque chose qui est d'assez puissant, parce que, comme tu dis, c'est-à-dire que on sait que fondamentalement, ce qui va te faire du bien en tant qu'individu, c'est de recréer du lien ou de contribuer à recréer des liens. Avec, donc, déjà avec toi-même, tu vois, on a parlé vachement de connaissance de soi. Avec les autres, parce que voilà, on est une espèce qui a besoin de liens, tu vois. Une des grandes peurs primaires, c'est d'être exclu du clan. Tu as la peur de la mort, mais la peur de l'exclusion du clan qui fait que on a ce besoin d'appartenance. Et puis le lien au monde ou à la nature, tu vois, comme on va l'appeler, c'est reconnecter avec quelque chose qui avec le corps, avec quelque chose aussi avec les éléments extérieurs qui en tant qu'espèce vivante, si tu veux, normalement est notre élément. Mais ça, c'est un super beau programme, si tu veux, sur lequel une super belle stratégie de jeu, et de plus en plus de gens aussi y réfléchissent, notamment les gens qui s'intéressent à ce genre de sujet. Et après, ma recommandation aussi, c'est de dire, mais le faire en sachant, en ayant une hauteur de vue sur le reste du jeu, si tu veux. Comment on fait pour faire ça malgré tout ? Comment on fait pour gérer ces injonctions contradictoires, justement, entre on me dit qu'il faut ralentir, mais attends, t'es gentil, moi je dois gagner de l'argent pour ma famille, j'ai une dette, j'ai un truc comme ça, donc comment je fais ? Et ça, c'est là que ça devient dur. C'est là que ça devient que t'as des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, ou tu peux pas le faire, et c'est là que c'est un processus qui est super long. C'est pour ça que c'est aussi compliqué collectivement aussi à changer. C'est quand tu vois le travail que ça demande. Personnellement, de niveau individuel, de dire comment tu crées les structures pour que ça arrive au niveau collectif. Et quel type, tu vois, moi c'est pas pour moi, mais c'est une réflexion de designer, une réflexion qui pense aux trucs de politique. Est-ce que tu peux espérer un autre résultat politique si tu changes pas le jeu politique ? Tu vois, je sais pas. Tu vois, pourquoi c'est toujours les mêmes types de personnalités qui émergent ? Pourquoi c'est toujours les mêmes types d'espèces d'égocentriques, de trucs comme ça ? Ou qui arrivent où ? C'est parce que le jeu les amène là. Donc je sais pas. Et là tu ouvres des questions, tu parlais de solutions, je n'ai pas la moindre idée, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment tu poses le problème différemment. Non, mais moi ce que je pense, c'est... Mais bon, c'est à mon niveau, et voilà, c'est qu'effectivement tu peux avoir tes propres morales et jouer, enfin tu vas te concentrer sur ces grandes vérités quand même que sont le lien et puis le sens. Et après, tu vois, advienne que pourra, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un impact effectivement sur le monde, ou en tout cas à un micro-échelle, et peut-être que tu seras un de ces battements d'ailes de papillon qui aura un impact hyper fort, ou peut-être pas. Mais tu reviens, moi, le truc qui donne espoir, entre guillemets, même si je parle un peu aussi de l'espoir dans le bouquin, plutôt en termes négatifs, tu vois, en mode... je cite Camus. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que tu vois, l'espoir, c'est un truc intéressant, parce que c'est quelque chose qui ressort toujours, mais je ressors dans la mythologie, tu vois, la boîte de Pandore. J'en parle un peu, tu vois, dans la mythologie, tu vois, t'as Zeus qui souhaite se venger du vol du feu par Prométhée, tu vois, qui ordonne la création de la première femme humaine, Pandore, et il offre sa main au titan Épiméthée, donc qui est le frère de Prométhée, toujours en famille à cette époque-là, et en même temps il lui confie cette jarre, donc qui est la boîte de Pandore, et évidemment, comme toujours, faut pas l'ouvrir, mais bien sûr, évidemment, la femme trop curieuse, tu vois, on retrouve des petits parallèles comme ça entre les différents mythes. Pandore cède à la curiosité et elle soulève le couvercle et elle libère tous les mots qui étaient contenus, voilà. Tous sauf l'espérance.
marrant, tu vois. Et c'est l'espoir qui reste, parce que si en plus on avait libéré l'espoir, ça serait le mal ultime, parce qu'il y aurait eu l'espoir d'une amélioration face au mot. Donc voilà. Et tu vois, et t'as Camus qui résume un petit peu ça, tu vois, c'est l'espoir au contraire de ce qu'on croit équivaut à la résignation, et vivre ce n'est pas se résigner, tu vois, c'est cette idée que espérer c'est attendre en fait quelque chose qui est hors de notre contrôle, que quelque chose hors de notre contrôle advienne, et donc c'est s'en remettre au sort, et donc pour toi ça peut aussi être vu comme une forme de bah non en fait tu te recentre-toi sur toi, sur ta maîtrise de toi et sur ce que tu maîtrises. Tu rejoins les stoïques, et en fait si tu te mets en action parce que tu te dis bah oui, il y a toujours une possibilité d'émergence, parce que c'est un système complexe, donc il peut y avoir un événement à un moment donné qui vient complètement changer les trucs de manière inattendue. Et là, c'est intéressant de regarder justement où est-ce que c'est intéressant d'essayer de le faire émerger, parce que où sont les nœuds du système une fois que tu l'as compris, tu vois, plutôt que d'aller se prendre des murs et des murs sur un truc qu'on va changer. Et par contre, encore une fois, ça revient, tu dis, la mise en action, elle est ouais, parce que c'est ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de penser sur mon lit de mort, de raconter à mes enfants, et tu reviens à des considérations très personnelles. Mais ça veut pas dire de l'individualisme, parce que tu peux faire de la politique, tu peux t'engager, tu peux avoir des pulsions pour y aller en disant mais non, mais en fait, je fais ça, et tant pis à la limite si je change pas le monde, j'y vais parce que c'est parce qu'il faut le faire, parce que c'est ce que j'ai envie et là-dessus on est très inégaux. T'as des gens qui ont une forme d'énergie de type activiste entre guillemets, qui ont ça en eux, de toute façon tu vois, sont horrifiés par l'injustice, qui vont y aller, tu vois, c'est presque une pulsion, et qui comprennent pas que les autres le fassent pas, mais parce que t'as d'autres qui sont dans un autre système pour qui bah non en fait ça les touche pas, quoi. Et donc chacun est un peu à sa place là-dedans, tu vois, dans le jeu sur les personnalités, et donc c'est pour ça que je reviens au truc, et de dire quelque part, moi la croyance que j'ai, c'est que dans l'idéal, tu vois, si tout le monde arrivait à cette espèce de connaissance de soi et de ce qui lui fait du bien, naturellement, tu aurais un truc qui fonctionnerait. Tu aurais une forme d'équilibre, etc. Mais c'est un gros si tu veux, parce que pour arriver à ça, ça veut dire se défaire de toutes les injonctions extérieures, des systèmes, et prendre du temps. Et si c'était inclus dans l'éducation depuis tout petit, tu aurais un autre truc, etc. Tu vois. Enfin, voilà, donc la boucle est bouclée. Vous l'avez compris, avec Greg Julien, on a des longues conversations. Merci beaucoup, c'était super. Comme tu le sais, le podcast s'appelle Voulant. Putain, j'ai même pas réfléchi. Eh ouais. Ok, vas-y. À quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte? Ça fait quand même des années que tu connais ce podcast. Ouais, c'est comme je demande toujours des livres à la fin, et quand on me pose la question, je fais... Merde. De quoi? Moi, je ne lis pas de livres. À quoi je veux ouvrir et fermer la porte? Où? Attends, t'as le choix. Tu peux soit fermer, soit ouvrir, soit faire les deux. Ok. À fermer la porte à la certitude et à l'arrogance qui va avec, tu vois, et ouvrir la porte à l'écoute et à l'humilité et au dialogue. Voilà, tu vois, pour le coup, moi, dans mon petit diagnostic, je me dis que quels que soient les problèmes qui sont face à nous, notamment collectivement, tant que tu es dans un modèle où les gens ne sont pas foutus de s'écouter et de se mettre un peu à la place de l'autre, de dire peut-être que j'ai pas tout compris en fait, t'as pas grand chose en fait qui peut être résolu. Parfait. Merci beaucoup Julien. Merci à toi Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.